My French has been rusted into silence. Et c'est extrêmement frappant, c'est une phrase extrêmement courte, qui est une formule qui n'appartient qu'à elle. Donc j'ai cherché dans toutes les bases de données, tout le domaine public anglophone. C'est une invention intégrale, c'est une phrase extrêmement belle. Alors en français, c'est dur de rendre ça poétiquement, mais c'est-à-dire, mon français, c'est tellement rouillé qu'il est silencieux dorénavant. Alors vous voyez, c'est horrible en français, mais en anglais, c'est court, c'est évocateur. Et en fait, dans ses essais, elle explique quelque chose de très particulier, c'est que comme les mots sont sa vie, chaque fois qu'elle écrit, mais c'est-à-dire chaque fois qu'elle écrit. Alors je ne sais pas à quoi ressemblait sa liste de courses, mais voilà. Et il y avait ce sens de la poésie, c'est-à-dire elle était prononcée en permanence. C'est d'ailleurs pour ça que son dernier grand recueil d'essais a un titre en anglais qui est « Words are my matter », c'est-à-dire les mots sont ma matière. Et d'ailleurs, au début des années 50, une grande partie de son œuvre, c'est une œuvre poétique en fait. Et là, parmi les inédits qui vont sortir, alors en anglais d'abord l'an prochain, il y a son dernier recueil de poésie. C'est vite ou là? Oui, non, je suis entièrement d'accord. Je suis toujours frappée. Enfin, j'ai relu dernièrement des articles, notamment des articles qu'elle a écrits longtemps après la première parution de La Main gauche de la nuit, où elle explique qu'elle aurait dû faire les choses autrement, ou plus faire les choses autrement, ici et ça. Ce qui est frappant, c'est la précision de sa pensée, la précision de la façon et la concision de la façon dont elle s'exprime, ce qui est un plaisir absolument rare. Il n'y a jamais de choses en trop. Ça, c'est quelque chose de délicieux. Elisabeth. Justement, à propos de La Main gauche de la nuit, puisque c'est la chose à partir du bouquin, à partir duquel nous discutons, j'ai relu moi aussi récemment, en me rendant compte que la première fois et la deuxième fois, la première fois en français, la deuxième fois en anglais, que j'avais lu le bouquin, la question des pronoms, les fameux pronoms, les noms masculins, homme, fils, etc., ne m'avait pas du tout dérangé, alors que lorsque je le lis maintenant, j'ai quand même 50 ans d'écriture derrière maintenant, et j'ai relu aussi ses essais, en particulier celui où elle dit « Au début, j'étais sur la défensive, mais maintenant, je me rends compte que oui, je me suis bourrée, et si je l'écrivais maintenant, je ne l'écrivais pas pareil. » Et je me suis demandé jusqu'à quel point, qu'est-ce qui appartenait au fait qu'elle était moins conscientisée, que je déteste ce mot, qu'elle était moins conscientisée à l'époque, et le fait qu'en anglais, fabriquer un pronom qui convienne aux guéténiens, et tout un vocabulaire, parce que c'est pas seulement il, c'est fils, c'est mari, c'est homme, c'est ministre, c'est roi. Jusqu'à quel point c'était pas un problème linguistique pour elle, autant qu'un problème philosophique de genre. Je serais vraiment curieuse. Elle dit qu'elle était très contente d'avoir pu écrire la phrase « The king is pregnant ». Cette phrase-là lui reste, parce qu'effectivement, c'était eux. C'est des phrases comme « Rusted into silence, the king is pregnant ». C'est très révélateur aussi de quelque chose dont elle a participé depuis les années 70 à un atelier d'écriture. Alors je précise pour l'anecdote que dans cet atelier d'écriture, c'est pas elle qui le dirige. C'est-à-dire qu'elle et son mari sont dans la pièce, et il y a quelqu'un qui a la lourde charge d'animer un atelier d'écriture où il y a Ursula Le Guin dans la salle. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais elle a écrit beaucoup d'essais. Il y a notamment 2 recueils d'essais sur l'écriture qui sont Steering the Craft et The Wave in the Mind. Et dans les 2, elle revient beaucoup sur son attachement à l'élégance de la langue anglaise. Souvent, ces références littéraires qu'elle donne comme exemple sont des exemples des auteurs relativement classiques. Donc elle a un amour particulier pour Kipling, un amour particulier pour Tolkien, et voilà. Et Virginia Woolf. Et Virginia Woolf, oui, surtout dans Wave in the Mind, il y a un gros passage sur Virginia Woolf. Et en fait, elle sous-entend quelque chose qu'elle n'aime pas dans la science-fiction et la littérature de l'imaginaire, c'est la création de monde qui passe par ces premières pages où on fixe un monde avec des noms complètement tordus, et elle est plutôt attachée finalement à des choix lexicaux classiques et des tournures de phrases qui sont poétiques, où elle réinvestit des choix lexicaux classiques. Donc elle est très loin de certaines approches de la SF où, oui, c'est ça, les ouvertures de romans sont comme un lexique ou un mode d'emploi de la planète Xurk. Voilà.
attendre un peu plus. Ça veut dire comment est-ce qu'elle construit justement ces univers et ces monstres, ces mondes. Pardon, tu as parlé de la poésie des noms et des choses en place. Comment est-ce qu'elle met en place en fait ces ambiances? Il y a la mythologie aussi. C'est étonnant que vous parliez des noms. Effectivement, elle a une très grande capacité à inventer des noms qui sonnent justes. Justement, il n'y a pas de Xurk et de Glorb et d'habitants de la planète Burbos. Tous les noms dans La Main Gauche de la Nuit sont agréables à entendre et semblent parfaitement naturels. Il faut quand même savoir qu'elle était la fille de technologue et qu'elle a également lu pas mal d'ouvrages et que c'est vrai que c'est quelque chose dont je ne m'étais absolument pas aperçue quand je l'ai lu pour la première fois, mais La Main Gauche de la Nuit, ça doit beaucoup de choses à la société inuit, aux habitants du Grand Nord, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on le lit à un certain âge et qu'on n'a pas nécessairement le background, ça ne pose aucun problème. Et là, je l'ai relu maintenant, et même en sachant quelles ont pu être ses influences, ça pose absolument aucun problème, justement parce que le monde est créé par les mots, par les noms des personnages, tout simplement, les pays, les régions, les différentes sortes de neige, le calendrier, etc. Enfin bon, toutes les choses classiques, mais qui sont bien faites, qui ne vous tombent pas dessus dans un énorme prologue au début du bouquin, par exemple, qui est ma bête noire. Oui, en tant que fille d'anthropologue et d'ethnologue, elle avait donc cette bibliothèque absolument hallucinante à sa disposition d'une part. Puis d'autre part, elle a cette espèce de conception poétique, elle le dit dans certains de ses articles, le nom, magiquement, donne un pouvoir sur la chose, et même le nom est la chose. Donc, l'importance des noms dans la création de monde est absolument majeure. Et puis c'était quelqu'un qui faisait des cartes. Donc, et c'était une écrivaine qui envisageait ces mondes de façon holistique, je dirais, enfin, disons globale pour pas faire prétentieux là, parce qu'elle n'imaginait pas le monomonde avec la monosociété, le monocontinent. Il n'y a rien qui se passe ailleurs, il n'y a personne d'autre. Ou bien il y a une société planétaire avec une religion planétaire. Oh la mort! Alors qu'elle, il y a des sociétés comme chez nous, et ces sociétés interagissent, et les gens viennent d'une société ou de l'autre, d'une idéologie ou d'une autre. Exemple, Anarès et bon, là c'était peut-être le plus... Mais même, il y a des continents différents, il y a des approches différentes, aussi bien de l'anarchisme que du néolibéralo-capitalisme galopant. Donc, c'est vraiment... Elle avait cette conception qui, moi, m'a fascinée tout de suite. De toute façon, l'autre bouquin qui m'a donné la permission d'écrire, c'était Dune, c'est-à-dire imaginer un monde au complet, le plus complet possible.